Bon, on va voir aujourd'hui les atteintes flexiques dans le cours neurodiagnostic avancé. Ce manuel du cours, les références, c'est Emmanuel Fournier, Sémiologie de l'électromyographie au chapitre 28. Alors, le diagnostic pour les atteintes flexiques sont identiques à ceux des atteintes des troncs nerveux périphériques, les signes électrophysiologiques, c'est-à-dire. Donc, on a la fibrillation, des recrutements pauvres, recrutements d'ondes, et puis des ondes polyphasiques. Et à la conduction nerveuse, dans les études de conduction nerveuse, on a diminution d'amplitude ou absence de potentiel sensitif, des vitesses motrices ralenties et des blocs de conduction. Les plexus, comme les racines, sont difficiles d'accès vu leur situation anatomique profonde. Alors, on fera des ondettes, des réflexes H, études proximales des nerfs et des explorations à l'électrode concentrique. Ici, vous avez les stimulations. Alors, on va faire des stimulations au niveau du plexus. Donc, j'ai fait un genre de plexus ici, là. Okay. Alors, on va faire des stimulations distales. On parle de distal au plexus. Hein? Alors, les stimulations distales, ça va se faire au niveau de l'aisselle. C'est distal au plexus. Et puis, des stimulations proximales, c'est comme au point d'herbe. Le point d'herbe, ça se trouve ici. Okay? Donc, c'est proximal au plexus. La complexité du plexus, rôle du plexus. Le plexus a un rôle de dispersion des fibres nerveuses d'une racine dans différents troncs nerveux périphériques pour les conduire, les fibres nerveuses, à leur myotome et dermatome. Le rôle du plexus, un rôle de dispersion des fibres nerveuses d'une racine dans différents troncs nerveux périphériques pour les conduire à leur myotome et dermatome. Et là aussi un rôle de rassembler les fibres motrices et sensitives de racines différentes dans un même tronc. Les causes de plexopathie, j'ai fait une petite liste ici, là. Donc, les mécaniques, les causes mécaniques par traumatisme, accident de moto, accident en général, une fracture, une paralysie obstétricale. Le petit bébé, s'il naît, par exemple, avec un bras en premier, et donc, quand l'utérus va pousser sur avec les contractions, ça va pousser sur le bébé, mais ça peut faire comme étirer au niveau du cou puis de l'épaule, puis ça peut vraiment endommager le plexus. Ensuite, on a les causes néoplasiques, tumeurs, lymphomes, inflammatoires, des maladies démyélinisantes, les causes radiques, suite de radiation, donc suite immédiate d'une irradiation, ou plus fréquemment quelques années plus tard, voire des dizaines d'années après la radiothérapie. Ici, c'est pas vraiment, une cause, oui, c'est que on rencontre ça assez souvent quand même là, dans notre pratique. C'est le thoracic outlet syndrome ou le syndrome du défilé cervico-brachial. C'est des fibres, des genres de fibres de cartilage qui vont faire une côte surnuméraire. Donc, par-dessus les côtes, en haut des côtes existantes, là, il y a comme la formation d'une autre côte qui se trouve à peu près au niveau du tronc inférieur. Et puis, les nerfs comme C8, T1 qui passent dans ce coin-là, avec certains mouvements comme lever les bras vers le haut, un patient qui a ce problème-là, le thoracic outlet syndrome, bien, le tronc inférieur, là, va comme appuyer sur cette côte-là, ou l'inverse, la côte va venir faire une pression sur le tronc, et puis le patient va avoir des symptômes semblables aux symptômes de l'ulnaire. Des fois, ça fait comme un tunnel carpien, mais il va l'avoir quand il lève les symptômes, comme le tunnel carpien, des endossements. Ça va être quand il lève les bras au-dessus de la tête. Okay? Alors, le plexus brachial. Les racines se regroupent pour former les troncs primaires. Donc, on a un tronc supérieur, moyen et inférieur. Les troncs se divisent chacun en deux branches. On a les branches antérieures et postérieures. Puis les branches
se regroupent pour former les faisceaux, le faisceau médial, latéral et postérieur, qui eux se divisent pour donner les nerfs périphériques des membres. On a ici une image. Là. Les racines sont ici. Le tronc supérieur, moyen, inférieur. Branche antérieure, branche postérieure. Faisceau latéral, faisceau médial et faisceau postérieur. Résumé des atteintes du plexus brachial. Donc, on peut avoir des atteintes des troncs primaires. Le tronc supérieur, C5, C6, moyen, C7, inférieur, C8, Puis, l'atteinte des troncs secondaires. Donc, tronc secondaire latéral, on va vérifier le nerf musculaire, ça va se répercuter là, dans le nerf musculo-cutané et la partie C6, C7 du nerf médian. Tronc secondaire médial. Les troncs secondaires, là, c'est les faisceaux. D'accord? Je vais l'écrire ici, là. Je l'ai changé, là, nous, on est habitué avec faisceau. OK? Faisceau latéral. Ensuite, le faisceau médial, nerf cubital, partie C8 et T1 du nerf médian. Et puis le faisceau postérieur qui contient le nerf, qui donne le nerf médial et le nerf axial. Les principes de diagnostic. Alors, il va y avoir dans les muscles anormaux, là, si on veut, qui sont innervés par les nerfs provenant des faisceaux et des racines ou de la racine atteinte, d'accord, ou du tronc atteint. On va avoir des signes de dénervation comme de la fibrillation, et puis, ou un manque d'unité motrice, un recrutement à pôle. C'est tout dans le fourni, là, puis dans le premier PowerPoint qu'on a fait à cette session ici. J'ai mis un tableau ici, les muscles marqueurs. Donc, on va se servir des mêmes muscles que pour faire une radiculopathie, pour diagnostiquer la radiculopathie. Sauf que l'agencement des muscles et puis les anomalies dans des locations anatomiques similaires vont renseigner sur l'origine lequel tronc ou lequel faisceau, laquelle branche. Donc, j'ai mis un exemple ici. C'est pas à apprendre par cœur, ça, là. C'est pas, le but, c'est pas ça. Le but, c'est de comprendre comment que ça fonctionne. C'est ça le but. Donc, ici, le diagnostic se fait comment? OK. Ici, on veut savoir, le patient démontre des signes d'anomalie. Est-ce que c'est pas, on a fait une conduction nerveuse, c'est pas un problème de conduction nerveuse, c'est pas au niveau, là, distal du membre. D'accord? Donc, le médecin demande, est-ce que c'est la racine? Est-ce que c'est le tronc supérieur, moyen ou inférieur? Ou est-ce que c'est le faisceau latéral, le faisceau postérieur ou le faisceau médial qui est atteint? Hein? Prenez votre temps, là. Regardez ça. Donc, on fait à l'aiguille, l'examen à l'aiguille, à l'EMG, on fait le deltoïde. On trouve des anomalies dans le deltoïde. Quand on parle d'anomalies, on parle fibrillation, onde positive pointue, le positive sharp point, puis on parle d'un recrutement diminué. Donc, le deltoïde, c'est un C5, c'est le nerf axillaire, c'est le tronc primaire supérieur, donc ici, en rouge. C'est la branche postérieure, ici. Et puis, on a fait aussi un nerf axillaire sensitif. Puis lui, il est atteint. Donc, il y a des signes dans celui-là. Ensuite, dans le triceps c'est un C7, principalement, là. Et puis, c'est le tronc primaire moyen. Donc, on avait ici le tronc supérieur, ici on a le tronc moyen. Puis, le triceps vient aussi de la branche postérieure, nerf radial. Branche postérieure, nerf radial. Ah? Donc, on a en commun ici branche postérieure. On fait un muscle C6, comme le biceps. Il n'y a pas d'anomalie.
Okay? Donc, il n'y a pas d'anomalie à C6, il n'y a pas d'anomalie au primaire supérieur, puis il n'y a pas d'anomalie au faisceau médial. Le point anatomique commun est la branche postérieure, ici. La seule partie commune aux muscles deltoïdes et triceps. On élimine le biceps parce qu'il est normal. Prenez votre temps pour regarder puis comprendre le raisonnement ici. Comme je vous dis, c'est pas vous qui allez faire ça, mais pour que vous compreniez le raisonnement. Bon, je peux pas bouger ça ici. Ok, j'ai retrouvé mon dessin. On continue. Le diagnostic avec l'étude de conduction nerveuse des nerfs sensitifs. Okay, là, on va regarder ça un petit peu, là, ce dessin-là ici. Puis, je vais essayer de... Bon. Quand on fait des études de conduction nerveuse, pour les plexopathies. Bon, ce que je sais, quand on fait les conductions nerveuses, c'est écrit ici, il va y avoir diminution ou abolition des potentiels sensitifs. Okay? Pourquoi il y a abolition des potentiels sensitifs? Donc, je vais prendre ici, là, je vais essayer de dessiner ça. Là. Dans les nerfs, on va mettre ça en bleu ici, là. Ça, on va faire un nerf sensitif. Okay? On sait que le nerf sensitif, bon, je continue, là, je vais mon dessin. OK. Ici, vous avez le nerf moteur en rouge, puis en bleu, ici, vous avez le nerf sensitif. Bon, mon dessin il est parti encore, je vais le refaire. Bon, mon dessin est revenu. OK, donc, on va voir ici diminution ou abolition des potentiels sensitifs. Parce que le corps cellulaire du nerf sensitif se trouve ici dans le ganglion. D'accord? Le nerf sensitif ici, il y a comme un ganglion, là. Puis le corps cellulaire des nerfs sensitifs se trouve là-dedans. Donc, si j'ai une atteinte plexique ou radiculaire, j'ai une atteinte plexique ou radiculaire, vous allez voir, si on veut, signal, il ne pourra pas se rendre au ganglion. OK? Au corps cellulaire, ça veut dire pas le ganglion, au corps cellulaire. Alors, c'est pour ça qu'il va y avoir diminution, puis souvent abolition des potentiels sensitifs. La distribution tronculaire, la distribution des anomalies, elle est tronculaire et non radiculaire. D'accord? On avait vu tantôt, là, avec la diapo ici. Là, je peux pas y aller à cause que j'ai mis le petit dessin. Puis, on a absence de signes de dénervation des muscles paravertébraux. Parce que, dans les atteintes plexiques, l'atteinte est distale aux nerfs là, qui vont dans les muscles paravertébraux. Dans l'atteinte radiculaire, ok, et c'est ici l'atteinte radiculaire. Alors, les muscles paravertébraux vont être atteints. Les nerfs des muscles paravertébraux vont être atteints. Mais dans une atteinte plexique, c'est plus loin, c'est distal. Okay? C'est distal aux nerfs qui vont dans les muscles paravertébraux. Hein? Donc, vous pouvez aller voir ça aussi dans Fournier, là, si vous comprenez pas mes explications. Continue. OK. C'est ça là que je voulais vous montrer tantôt. Hein. Okay. Ici, en bleu. N'oubliez pas, là, le nerf sensitif passe ici, son corps cellulaire est là. Hein? Donc, si j'ai un problème ici, ben mon potentiel, mon effet nerveux ne peut pas se rendre au corps cellulaire. Donc, ce qui va faire provoquer une diminution ou une abolition du potentiel sensitif. Okay? Si j'ai le territoire sensitif des troncs primaires, alors C5, C6 pour le tronc supérieur, C7 pour le tronc moyen. Le tronc moyen, on l'a aussi sur le dessus de la main. C8 et 1 pour le tronc inférieur. D'accord? Le petit doigt ici. Hein? C'est ça. Alors, j'ai fait quelques exemples. Ici, là, par exemple, une atteinte du tronc primaire supérieur. Okay, C5, C6.
C'est toute la partie assurée. Qu'est-ce que ça peut atteindre? D'accord? Donc, les potentiels sensitifs altérés, ça va être dans le nerf musculo-cutané, le radial et le médian par stimulation du pouce. Vous n'avez pas besoin d'apprendre ça par cœur. C'est juste pour vous donner une idée. Puis, qu'est-ce qui est atteint dans les troncs? Comment est-ce qu'on, au point de vue de conduction nerveuse, c'est quoi l'outil diagnostique? Le médecin fait son IMG. Nous, on va faire les potentiels sensitifs. Les potentiels sensitifs vont être diminués ou absents. OK? Puis, j'ai mis ici les anomalies EMG. Okay? Les muscles que le médecin va faire. Puis si vous allez dans le tableau, puis ça vous intéresse, vous pouvez tout suivre ça. Hein? Donc, les potentiels sensitifs, le tronc supérieur, hein, musculo-cutané. Si vous suivez ici, là, musculo-cutané, médian, sensitif, puis radial. On va faire là. Les potentiels sensitifs affectés et fibrillation à l'IMG. Donc, vous avez ici des exemples. Encore là, c'est dans le fournier. Si vous voulez plus de détails, vous pouvez aller voir. Côté A, ici, c'est affecté. Ici, c'est non affecté. Donc, disons exemple que ça, c'est le côté gauche, puis ça, c'est le côté droit. Puis, vous avez les muscles ici. D'accord? Donc, vous avez des anomalies, des positive sharp wave, là, puis des fibrillations dans tous les muscles qui sont testés. OK? Continue. J'en ai fait un autre ici. Oups. J'ai changé les dessins sur le PowerPoint, puis ça fait, ça va un petit peu, je m'envoie en arrière. OK. Voilà. Donc, ici, le tronc moyen. Donc, C7. Alors, on suit C7, il y a du médian, puis il y a de l'axillaire, puis du radial. Qu'est-ce qu'on va faire? Bon, il va avoir, les potentiels sensitifs sont altérés. Il va avoir le réflexe tricipital. Celui-là, c'est celui qu'on fait juste en arrière du coude, là, en haut du coude, le triceps. Il va avoir le réflexe H du flexeur carpi radialis. On l'a pas fait, celui-là. C'est pas tous les hôpitaux qui le font. Okay? C'est pas tous les hôpitaux qui le font. Et puis, il va avoir aussi les potentiels sensitifs, le médian. Si on fait paume-poignet, il y a une étude sensitive qu'on peut faire là, hein, le potentiel. Quand on fait le 8 cm, là, paume-poignet. Et puis, le médian, poignet et troisième doigt. Les potentiels sensitifs vont être soit absents ou retirés. Et puis, à l'EMG, voilà, le médecin pourrait faire les muscles ici. Ça va, déjà, vous devez commencer, là, à comprendre un petit peu, là, comment ça se passe, tout ça. Donc, c'est ce qu'on aurait ici, une atteinte du tronc primaire moyen, réduction d'amplitude des potentiels sensitifs médians. Le paume-poignet, c'est celui qu'on fait là, 8 cm. Ensuite, le tronc inférieur. Celui-là, il est plus commun. Puis, on va avoir le bloc de conduction au ralentissement du cubital, au segment point d'herbe et acide. Okay? C'est bloqué là, point d'herbe et acide, hein, dans le plexus. Ensuite, diminution d'amplitude des synapses, ça c'est les moteurs dans le territoire cubital, main et avant-bras. Puis abolition des ondes F ou augmentation de leur latence dans les muscles intrinsèques de la main. Et ça touche le cubital, ça ici. Donc, ça c'est atteinte du tronc inférieur, ensuite. Les potentiels sensitifs sont affectés dans le nerf cutané médial de l'avant-bras. C'est le medial antebrachial cutaneous nerve. Ça, vous l'avez dans vos notes de cours, dans votre manuel de conduction que vous aviez l'année passée. Vous les avez. Comment faire le protocole, c'est très facile. Puis ici, à l'examen d'EMG, ben encore, vous avez un recrutement ici pauvre, là, tracé pauvre, et puis absence de potentiel, à côté comparativement là. Et donc, c'est les potentiels sensitifs qui sont atteints, les ondes F qui sont absentes.
ou des grandes latences, mais c'est plus absent. Ensuite, les troncs secondaires. Alors là, on parle, les troncs secondaires, on parle des faisceaux. Je vais juste le écrire. Faisceau. D'accord. Donc, on a ici, on a le faisceau médial. Alors, les nerfs sensitifs du faisceau médial, on va avoir le nerf cubital et le brachial cutané interne. Faisceau latéral, on va avoir le nerf musculo-cutané et médian. Ça, c'est les nerfs sensitifs. Après ça, dans le faisceau postérieur, on va avoir le nerf radial et circonflexe, la partie sensitive. Les études sensitives, toujours. Altération motrice, les ondes F, puis diminution d'amplitude des synapses. Donc, faisceau médial, on a l'exemple ici. C'est celui qu'on rencontre le C8T1, avec C8T1, faisceau médial ici. Donc, à l'atteinte du faisceau médial, on a l'exemple, altération de la conduction motrice et des ondes F. En diminution d'amplitude des réponses motrices, ici, abolition des ondes F. Potentiel sensitif altéré, du nerf cubital, puis le brachial cutané interne. C'est très complexe. C'est très complexe, les atteintes plexiques. Ici. Faisceau latéral. Le niveau médian, sans ici. Donc, dans le faisceau latéral, potentiel sensitif et réflexe altéré. Donc, altération du potentiel sensitif du musculo-cutané. Altération potentiel sensitif du médian, post-conier, etc. Voilà. Puis vous avez ici le faisceau postérieur. Donc, le faisceau postérieur, tout ce qui est radial. Qu'est-ce qu'on va faire? Potentiel sensitif et réflexe altéré. Donc, altération du potentiel sensitif radial. Abolition des réflexes tricipital et stylo-radial. Déficit sensitif clinique dans le territoire circonflexe. Ça, c'est le deltoïde, là, où vous avez les injections, là, dans l'épaule, c'est là, le territoire circonflexe. Okay. Puis, ici, donc, je l'ai rajouté ici, le thoracic outlet syndrome, là, en clinique, paresthésie, douleur ou hypoesthésie du versant interne de l'avant-bras, okay, à l'intérieur de l'avant-bras, ça serait la partie médiale, et du côté cubital de la main, spécialement quand le bras est élevé ou après le port de charge lourde. Hein? Parce que quand vous prenez ces gens-là, comme j'expliquais, il y a comme une côte là, surnuméraire, hein, un extra rib, comme le docteur disait. Puis lever les bras, ça va faire comme le tronc inférieur va appuyer là-dessus, puis porter des paquets lourds, ça va étirer le bras, puis ça va étirer le cou. Puis les gens qui ont ça, c'est surtout les gens qui ont des plus grands coups, là. C'est plus commun. Ça veut pas dire parce qu'une personne a un cou plus long, là, qu'elle a ça, mais disons que c'est plus commun. Alors, diminution d'amplitude du synapse médian PB avec réponse finale normale. Vous n'avez pas besoin d'apprendre ça par cœur, mais on va faire ici un protocole cubital médian, et puis toujours le protocole selon l'établissement dans lequel vous allez travailler. D'accord? Rapidement, les atteintes du plexus lombo-sacré, l'anatomie est plus simple. Les racines du plexus lombaire L2, L3 et L4 se divisent. Elles forment les branches antérieures. Les branches antérieures forment l'obturateur. Les branches postérieures forment le fémoral et le cutané-femoral. Les racines du plexus sacré L5 jusqu'à S1, L5, S1, S2, ils vont former les branches antérieures pour le tibial et les postérieures forment le péroné. Okay? Les causes de plexopathie des membres inférieurs, donc au niveau du bas du dos. Mécanique, traumatisme, compression, fracture, inflammatoire, des neuropathies, des plexites, néoplasie, lymphome, métastase, etc. Puis radique, les suites de radiation, comme on avait pour les membres supérieurs. Ici, je vous ai fait un petit territoire sensitif du plexus lombo-sacré. Vous pouvez le regarder, le copier, le colorier. Okay, ça vous donne une idée. Ça, c'est le dessus de la jambe, ça, c'est en dessous du pied.
en dessous de la jambe. Ça, c'est dessous. Donc, résultat à l'examen. Oups, c'est ça un petit peu, c'est plus gros. Atteinte lombaire L2, L4. Alors, L2, L4, c'est la cuisse. Psoas quadriceps. Moyen et grand adducteur. Ça, c'est à l'IMG. Et puis, les potentiels sensitifs, donc vous avez le saphiène interne, fémoro-cutané, territoire rural. On fait moins souvent celui-là à l'IMG. Puis vous avez l'abolition ou altération du réflexage. Excusez, du réflexage du quadriceps. Ouais, parce que c'est ça, l'autre, là, à la cheville, là, le tendon d'Achille, c'est un symptôme du réflexe H du quadriceps, si jamais vous le faites, c'est celui-là. Ensuite, vous avez L5, S1 et S2. Alors, vous avez altération des potentiels sensitifs musculo-cutanés et sur un, et abolition de réflexage aquilien, celui qu'on fait, que vous avez montré en laboratoire. D'accord? Encore là, c'est pas d'apprendre par cœur, mais c'est de comprendre un peu comment ça fonctionne. Je vais vous faire un petit module d'apprentissage là-dessus. Alors, les protocoles d'études de base, ça c'est important ici. Plexopathie brachiale, c'est pas compliqué. Médian moteur sensitif, lunaire moteur sensitif. Vous faites radial si la branche radiale est, si vous avez des signes du radial. Hein? Tout ce qui est dorsiflexion de la main, pas dorsiflexion, mais pour la main, on dit extension. Les ondes F, toujours les ondes F. D'accord? Ensuite, tout dépendant des informations du médecin, ben, vous pouvez faire des conductions là, au travers du plexus. Donc, point d'air, etc. Plexopathie lombosacrée, tibial moteur, péroné moteur. Le superficiel, le péroné superficiel sensitif, le sural, onde F et réflexage. Les protocoles peuvent varier selon l'établissement et le médecin qui effectue l'IMG. Protocole de base pour le thoracic outlet syndrome. Donc, celui-là, on fait une étude comme pour le tunnel carpien. D'accord? On va faire aussi on va vraiment faire attention aux sensitifs, hein? Alors, les moteurs sensitifs, là, on va faire celui, là, le transcarpal. Donc, celui à travers le poignet dans les 8 cm. Le protocole peut varier selon l'établissement et le médecin qui effectue l'IMG. Donc, ça va être à relire. Comme je vous dis, apprenez pas tout ça par cœur. Puis, allez regarder un peu les protocoles. Essayez juste de comprendre comment ça fonctionne. Parce que c'est compliqué, mais si j'aimerais ça que vous arriviez à comprendre en gros le raisonnement en arrière de tout ça. Là. Okay, le médecin, là, ça lui prend des années à apprendre ça. Fait que là, je vous demande pas dans un PowerPoint d'apprendre ça. Oubliez ça. Mais là, vous avez une idée de ce que c'est, puis c'est ça que je veux. Là. Que vous ayez une idée que quand on en parle, ben que vous soyez pas là comme échappé de la planète Mars. Là, hein? Que vous sachiez, bon, c'est ça qu'elle voulait dire, puis c'est ça que le médecin veut dire. Alors, là-dessus, on va se revoir plus tard.